parce que tout ce que je dis, c'est appuyé sur Malcolm X. C'est la différence avec ceux qui font des commentaires sur des commentaires ou qui reprennent des textes de deuxième main pour accréditer l'idée d'un prédicateur raciste et haineux. C'est des faits vérifiables par tous. Je lis, un jour, dans une lettre, son frère Réginald lui parle du culte d'Allah, répandu parmi les nègres grâce aux prédications d'un certain Elijah Mohamed. Et sa sœur, Hilda, lui montre la possibilité pour lui d'entrer directement en contact épistolaire avec ce prédicateur. Ce qu'il va faire, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Malcolm X, au moment de rédiger la lettre, juste avant de rédiger la lettre, il fait un rêve, un songe. Apparaît un homme en costume, qui n'est ni noir ni blanc, qui est peut-être brun, et qui va s'asseoir à côté de lui, en lui disant quelques mots, en lui susurrant quelques mots à l'oreille, que je décrypte de la façon suivante. Tu es élu pour une mission divine. C'est, plus tard, c'est Elijah Mohamed qui lui dira ça, quand il va aller habiter carrément chez Elijah Mohamed, après sa sortie de prison à Chicago, qui lui dira, c'est Fard. C'est Fard que tu as vu. Or, Fard, c'est qui? Dans la vision de la nation de l'islam, Fard, c'est l'homme qui aurait fondé la nation. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que Fard lui-même a fréquenté à Chicago une structure qui s'appelle donc Moorish Temple of Science of America. Et cette structure était dirigée par un autre homme dont on ne parle pratiquement jamais, qui s'appelle Noble Drew Ali. Il a fondé donc à New York cette structure, et à partir de 1924, vous voyez la concomitance des dates. 1924, c'est le moment où le mouvement de Garvey est en plein épanouissement. Et effectivement, cet homme dont je parle, dont ne parlent pas les orthodoxes de la nation de l'islam, bien sûr, hein, puisqu'il faut absolument que la vision fût entachée de divinité et de miracles, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, il a écrit un livre, peut-être que vous n'avez jamais lu, qui n'existe même plus. C'est seulement à la bibliothèque du Congrès. Un seul exemplaire, qu'on ne donne qu'aux Blancs. Bon, ce livre s'intitule Le vrai Coran, The True Quran. Mais dans ce livre se mêlent curieusement des extraits commentés par les soins de Noble Drew Ali, hein, du Coran lui-même. Curieusement, certaines sourates, mais pas d'autres. La sourate de l'éléphant, Alam Tara Keifa, etc. Hein? Les sourates qui concernent en fait les Éthiopiens et l'Arabie Saoudite. C'est curieux ça. Hein? Et dans le Coran, et la Bible aussi, les textes qui concernent l'Éthiopie et l'Égypte, et aussi des enseignements de Marcus Garvey. Attention! Et afin, pour agrémenter le tout, les propres convictions philosophico-religieuses assez subtiles et de Drew Ali. Donc, ces disciples, qui étaient très nombreux pour l'époque, et avaient le vendredi pour jour saint. Le vendredi, on ne va pas se faire exploiter chez les Blancs. On va chez Drew Ali. Hein? On abandonne tous les slave names, ça, les noms d'esclaves. On prend des noms arabes. N'est-ce pas? On ne boit pas d'alcool. On ne fait pas une sexualité douteuse. Ah, là, bon, moi-même j'insinue ici le doute. On ne danse pas trop. On ne fait pas la fête. On ne joue pas la musique. Pourquoi? Parce que selon Drew Ali, il s'agit là d'autant de vecteurs de la corruption et de la perversion des mœurs. Vous voyez bien cette idéologie. Donc Fard, qui a fréquenté Chicago, va donc lui-même maintenant, une fois que ce mouvement est tombé, comment le mouvement est tombé? C'est que l'adjoint même de Drew Ali est utilisé par la police américaine pour lui faire un coup d'État. Il se fait assassiner, et lorsqu'il se fait assassiner, on met maintenant Drew Ali en prison. Et on lui injecte une substance qui va le tuer à petit feu, après sa libération provisoire. C'est comme ça qu'il a disparu de la circulation.
et que son mouvement s'est effondré, puisque celui qui lui a succédé, lui-même a été éliminé après. Donc, les adeptes ont tous fui. Vous notez une constance du mouvement du nationalisme noir. On élimine le leader et il n'y a plus de mouvement. Parce que ça s'effondre comme un château de cartes. Quoi qu'il en soit, Fard va donc comprendre l'importance pour lui de surfer sur cette dissidence qui s'opposait en fait au christianisme pour une raison simple. Le christianisme était assimilé à la religion des esclavagistes. Donc on ne pouvait pas, à partir de la religion des esclavagistes, tirer de l'espérance pour les opprimés. Cela paraît logique. Mais le mythe fondateur sur lequel la nation d'islam va prospérer, qui est assez étrange, qui a été rapporté par Elijah Mohamed lui-même, je l'ai résumé à ma manière. Je n'entre pas dans les considérations sur la création du blanc par Yacoub, ainsi de suite. Et puis les autres questions concernant la naissance de l'homme dans une zone asiatique, Arabie, bon, c'est très compliqué. Jusqu'à présent, même les Kémy Séba et autres, qui sont nos enfants, n'est-ce pas? Je revendique cette paternité, n'est-ce pas? Même s'il ne me reconnaît plus comme un de ses parents. En tout cas, ces jeunes, ils ont compris un fait important. C'est que, aujourd'hui, l'Afrique est le berceau de l'humanité et la matrice des civilisations anciennes, d'après les données de la paléontologie humaine, de l'archéologie préhistorique et de la génétique des populations. C'est un fait certain. Donc, nous considérons donc ça comme le mythe fondateur et le récit d'origine d'une tribu qu'on appelle la tribu de Shabazz. Sans entrer dans les considérations techniques sur cette question, je décline 3 temps forts de cette doctrine. 1. Allah, le Dieu noir. Mais ce n'est pas un noir comme les Africains, crépus, tout ça. Là. Non, ça c'est pas bon. C'est un noir qui est brun, qui est esthétique, beau, filiforme. Il n'est pas adipeux comme les nègres bantous. Donc je suis. Allah, le Dieu noir, est un Dieu de grandeur et de majesté qui est apparu à Elijah Mohamed sous les traits du Mahdi Fard. Il est venu pour détruire le monde de mensonges et d'oppression confié par Yacoub à la race blanche qu'il a créée pour permettre aux descendants de la race originelle, noire ou brune, de redevenir des êtres dont la sagesse, le savoir et le pouvoir seront de nouveau illimités. Mais pour cela, il faut qu'ils s'astreignent à une certaine discipline, à une certaine rigueur, à une certaine hygiène de vie. C'est le premier temps. Donc ça, c'est ce que j'appelle la prédiction. Deuxièmement, l'Amérique étant le sanctuaire par excellence de l'oppression instituée sur la terre par la race de Yacoub, il faut une séparation totale entre les Noirs, descendants de cette race originelle, même s'ils ne le savent pas, mais ils ne tarderont pas à le savoir, et la création d'un État noir aux États-Unis, reposant ou s'inspirant exclusivement des principes divins énoncés par le Mahdi Fard lui-même. Voilà le deuxième temps fort. Là maintenant, je dirais que c'est le programme politique, disons le royaume politique au sens de Nkrumah. Troisièmement, les autres Noirs du monde, notamment ceux d'Afrique, doivent prendre pour modèle, dans tous les domaines, à commencer par le domaine religieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais je vous ai dit, donnez-moi 40 minutes. J'ai commencé depuis combien de temps? Oui, mais j'ai commencé depuis combien de temps? Ça fait 20 minutes, pas moitié de 40. Pourquoi vous m'interrompez au bout de 20 minutes? Donc le temps que vous perdez, je vais le prendre. Donc, doivent prendre pour modèle, dans tous les domaines, la tribu de Shabazz, pour se régénérer, se métamorphoser, avant d'entreprendre la reconquête du monde. Vous voyez, il y a quelque chose de pénible à faire des hommages à Malcolm X et à les bâcler chaque fois. Moi, quand je travaille avec exigence. Donc je demande à ce qu'on me donne du temps pour donner mon point de vue. Sinon, ce n'est pas la peine de m'inviter. Voilà. Parce que quand nous faisons un débat, nous devons faire un débat non pas sur des quiproquos ou des ambiguïtés, mais sur des faits étayés. Donc moi, je demande 40 minutes, je vais me tenir à ce que j'ai dit. Vous verrez, prenez le chronogramme. Donc la thèse centrale
que je défendrai dans mon exposé est la suivante. La pensée panafricaine de Malcolm X au Malawi ou au Mowali rompt radicalement avec les postulats idéologiques de la nation de l'islam. D'accord? Et à partir de 1963, j'y serai plus explicite. À partir du 10 octobre 1963, elle s'articule autour de 6 propositions majeures qui sont inconciliables avec l'enseignement de la nation de l'islam. Donc cela veut dire que je rejette comme absolument irrecevable les explications selon lesquelles Malcolm X aurait rompu avec la nation de l'islam parce qu'il y aurait eu des problèmes de mœurs liés à la figure d'Elijah Muhammad. C'est le premier point. Deuxièmement, parce qu'il y aurait eu des détournements de fonds dans lesquels Elijah Muhammad serait lui-même impliqué. C'est le deuxième point. Troisièmement, dans la mesure où la nation de l'islam, sous le règne d'Elijah Muhammad, serait une organisation sectaire qui ne permet pas aux Noirs non musulmans ou qui n'appartiennent pas à leur groupe de pouvoir entrer dans un programme d'unité pour les droits civiques et pour la libération du peuple afro-américain de l'oppression dont il était victime depuis que les Noirs sont venus à Jamestown, dans les premiers bateaux, pour échouer en tant qu'opprimés et esclaves de l'Amérique. Donc, s'il en est bien ainsi, je sais que je ne peux pas développer, mais voici les points de rupture entre Malcolm X et par-delà les fausses explications que j'ai donc balayées d'un revers de main. Le premier point est le suivant. L'islam, toute tendance confondue, donc qu'il s'agisse de l'islam de la nation de l'islam, ou de l'islam sunnite, ou de l'islam chiite, ou de toutes les autres écoles, n'est pas la religion originelle de la première humanité dénommée la tribu des Shabazz, encore moins celle de l'humanité future, mais il est une religion parmi d'autres. Et dans ces conditions, il est illusoire de penser qu'il peut cristalliser à lui seul ou fédérer la lutte des Noirs contre l'oppression partout dans le monde. Voilà le premier point de rupture. Il est explicite, il est clair, il faut le noter. Deuxième point, plutôt que d'une rédemption messianique du peuple noir, sous l'égide de la nation de l'islam et du messager du Mahdi qu'est Elijah Muhammad, c'est d'une révolution totale, une révolution que le peuple noir a besoin afin de s'affranchir définitivement du système qui l'exploite, l'appauvrit et le détruit à l'échelle planétaire. Donc parler d'une révolution, ça s'oppose à la rédemption messianique, n'est-ce pas? Et cette révolution dont on parle, parce qu'il n'y a que 2 schémas depuis que le monde est monde. Il y a le schéma de ceux qui veulent changer le système, sous-entendu de l'intérieur, on les appelle des réformistes, et le schéma de ceux qui veulent changer de système, et qui donc ont un autre système alternatif, qu'ils vont mettre en place sur les ruines du système qui les opprime. N'est-ce pas? Bien. Alors s'il en est ainsi, c'est de cela ce deuxième schéma que parle Malcolm X. Et il s'agit d'un schéma qui concerne le système, pas les représentants du système, mais le système lui-même dans ses fondements. Malcolm X va donc être le premier activiste noir des droits civiques, depuis Randolph jusqu'à Luther King, à étudier le système méticuleusement. Et pourtant, c'est un autodidacte. Personne d'autre ne l'avait fait de cette manière avant lui. Et ce qui va se passer, c'est le troisième point. Malcolm X dit que l'Afrique est l'épicentre de cette révolution noire mondiale. C'est comme ça qu'il l'appelle. En raison de sa position géostratégique privilégiée d'une part, il dit que c'est de l'Afrique que transitent toutes les relations internationales. C'est à partir de l'Afrique. L'Afrique est le seul continent qui soit au centre du monde. Donc ce n'est pas l'Europe qui est le centre et l'Afrique la périphérie, c'est l'inverse, en termes de géostratégie. Deuxièmement, en raison des qualités de ses ressources naturelles inépuisables. Et surtout, et c'est ça la grande révolution, en raison du statut de l'Afrique comme berceau des plus anciennes civilisations connues sur la Terre. Je vous renvoie d'ailleurs, à cet égard, au discours de Malcolm X sur la Nubie, l'Éthiopie et l'Égypte ancienne, et la façon dont ces civilisations ont fécondé les civilisations de la Méditerranée septentrionale, la Grèce, Rome, et les civilisations également de la Méditerranée orientale.
c'est-à-dire le Proche-Orient, etc. Donc ça, c'est du Malcolm X. Je rappelle que la doxa de la nation de l'islam, c'est que c'est l'Arabie qui est l'épicentre. Ce n'est pas l'Afrique. Hein? Donc vous voyez, voilà un autre point de rupture qui concerne un point fondamental, la conscience historique africaine. Ensuite, quatrième point, Malcolm X dit, les Afro-Américains doivent s'unir avec les peuples opprimés de leur continent d'origine pour constituer une avant-garde éclairée de la révolution noire mondiale. Et c'est là l'objectif de l'organisation qui va mettre sur pied à cet effet, qui est l'organisation de l'unité afro-américaine. OAAU, l'organisation de l'unité, qui est d'ailleurs, vous l'aurez vu tout de suite, conçue à partir de l'anagramme de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Hein, cela paraît évident. Et puis, le dernier point sur lequel je vais, l'avant-dernier point sur lequel je vais insister ici, et puis après je vais conclure, est le suivant. Voilà. Malcolm X va poser maintenant que cette révolution noire mondiale ne peut pas avoir d'autre doctrine que le panafricanisme. Et que le panafricanisme dont il parle n'est pas le panafricanisme des élites. C'est-à-dire les gens qu'il a vus au Ghana, qui sont dans des costumes comme moi. Un clé d'œil, bon, c'est très heureux. Et aussi, hein, qui parlent le Queen's English, c'est-à-dire l'anglais de la reine. Hein, et qui ont un mépris pour leurs semblables. Nègres, qui sont paysans, et qui n'ont pas accédé à la culture du maître. Donc c'est pas ce panafricanisme-là. Et d'ailleurs, il a dit qu'un jour, il reviendra en Afrique, si on ne l'assassine pas, pour aller au contact des vrais acteurs du panafricanisme, que sont ces paysans, ces femmes qui sont exclues. En Afrique, actuellement, il n'y a qu'une seule femme qui dirige un pays. Sur 54 États, vous voyez bien. Donc c'est un signe. Et effectivement, il appelle ça les discriminations internes des opprimés. C'est-à-dire comment les opprimés s'oppriment entre eux, hein, en s'appuyant sur la culture du maître. Je voudrais donc conclure en disant ceci, parce que ce que je vais présenter maintenant en conclusion, ça va être ce que j'appelle aussi une invitation à la réflexion et à peut-être un débat futur. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, Malcolm X est celui qui a eu l'idée suivante. Si la nation de l'islam ne peut même pas fédérer les Noirs entre eux, d'accord? Parce qu'il va de soi que les autres confessions religieuses sont également organisées, mais par les maîtres, bien sûr. Donc c'est ce que j'appelle le premier cancer qui s'oppose à notre unité, c'est-à-dire le cancer micro-confessionnel, la division confessionnelle. C'est la première chose qui s'oppose à notre unité politique. La deuxième chose que les Noirs américains n'ont pas, mais qu'il a remarqué en Afrique, hein, c'est le cancer micro-tribal. Hein? Il a dit que des gens qui se disaient panafricanistes à Londres, on arrive au Nigeria, ils commencent à dire qu'ils sont Haoussa et qu'ils n'ont rien à voir avec les autres là, Yoruba, et ni, bon, etc. Hein? Ni les Ibo, etc. Donc lui, il découvre qu'en fait, il y a parmi les Noirs des cloisonnements, hein, de type ethnique, et que cela est un obstacle même à l'unité nationale sur un petit territoire. C'est le deuxième point. Et le troisième point concerne ces frontières que l'Occident a créées, d'accord, et qu'on appelle maintenant les frontières héritées de la colonisation, qui sont intangibles, qui seraient intangibles. Mais c'est intangible seulement quand ça les arrange. La preuve, le Sud-Soudan est né, parce que ça arrangeait les Américains pour le pétrole du Sud-Soudan. Or, l'homme qu'ils ont assassiné, qui portait l'unité du Soudan, John Garang, ils l'ont tué dans un accident d'avion. D'accord? Cet homme a dit, je ne négocierai jamais l'unité du Soudan, car le Soudan est le fer de lance de l'unité africaine. Et donc, vous voyez bien, je touche du doigt ici, les trois cancers qui s'opposent déjà à l'unité des Africains entre eux, des Africains restés sur le continent. À plus forte raison, les contradictions colportées par les Africains de l'extérieur
qu'on appelle les afro-descendants, qui sont partis dans les conditions que vous savez. Hein, l'océan Atlantique étant un vaste océan, cimetière à ciel ouvert. D'accord? Donc, je dis que le message de Malcolm X, et c'est l'hommage que je vais rendre à Malcolm X, public aujourd'hui, le message de Malcolm X, c'est le suivant. En fait, le continent africain est le pôle qui a cristallisé toutes les oppressions du monde, depuis que le système capitaliste, porté par ce que j'appelle aujourd'hui l'international mondialiste, parce qu'un prêtre du Qatar, il se sent bien avec Sarkozy. Il n'y a pas de problème, ils sont des copains coquins. D'accord? Mais le problème se pose entre les gens du Caire, dans les rues du Caire, qui souffrent, hein, et ceux qui sont dans les rues de, je ne sais pas, de Jeddah, et qui n'ont pas bénéficié de la rente pétrolière. Donc le problème, ce clivage, Malcolm X l'avait bien perçu. Il a dit, je ne suis pas contre les Blancs, je suis contre les oppresseurs, quel que soit leur visage et leur couleur. Donc le jour où les oppresseurs, puisqu'ils savent s'unir entre eux, ils donnent des institutions appropriées et assermentées, il ne tient qu'aux opprimés que nous sommes de nous unir entre nous. Mais que constatons-nous? Eh bien, les mêmes divisions provoquées par les oppresseurs reviennent entre les opprimés. C'est ainsi qu'il y avait cette contradiction entre le panafricanisme et le panarabisme à un moment, qui était porté par Nasser, Gamal Abdel Nasser, un homme éminent s'il en fait, un patriote éminent s'il en fait, hein, et Nkrumah. Et toutes ces contradictions qu'on a retrouvées dans le groupe de Casablanca, avec le roi Mohamed V, etc., elles n'ont pas disparu, ces contradictions. Vous voyez? Donc, il y a deux choses qui font que le monde arabe et le monde noir africain ne sont pas en capacité pour l'instant de former un front commun d'avant-garde. La première chose, c'est ce que j'appelle un contentieux historique lourd, qui est dû au fait qu'il y a eu une traite négrière orientale qui n'est pas reconnue, et qui non seulement n'est pas reconnue, mais en plus on dit, ou on laisse entendre, que c'est une imagination, hein, de l'Occident et des opprimés qui s'entendent contre les Arabes. Non. Kadhafi a dit, ça a existé. Dans son livre vert, dans un chapitre intitulé « Les Noirs régneront sur le monde », qui n'a pas été compris par les Arabes eux-mêmes, si j'en crois ce que ça a suscité comme tollé, eh bien, il a dit ça. Il a dit, il faudrait qu'on solde cette affaire-là. La deuxième chose, c'est la condition des Noirs dans le monde arabe. À l'heure actuelle, je regrette, nous ne pouvons pas faire l'unité africaine si déjà au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il n'y a pas de promotion des Noirs marocains, tunisiens et algériens. Quand je dis il n'y a pas de promotion, je veux dire par là qu'ils sont confinés dans des statuts subalternes dans la société. Et Kadhafi était conséquent puisque Younes, Jawad Aboubakr Younes, était donc son ministre de la Défense jusqu'au bout. Et on l'a assassiné avec Kadhafi, dans des conditions aussi ignominieuses. Mais la presse n'a pas montré les images que moi je détiens de l'élimination du noir qui a soutenu Kadhafi jusqu'au bout, son ministre de la Défense, depuis qu'il a pris le pouvoir. N'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire, pour terminer, c'est que nous ne pouvons pas décréter l'union au motif que nous avons les mêmes oppresseurs. Nous ne pouvons pas forcer des gens qui ont mis des siècles sans se respecter à entrer dans une coalition pour combattre un ennemi imaginaire. Nous sommes obligés de faire notre propre introspection. Et cette introspection, nous la ferons aussi bien dans le monde arabe que dans le monde négro-africain. Et c'est la seule et unique condition pour engager ce que nous appelons tous de nos vœux. En tout cas, il s'agit de nos vœux les plus ardents, qui étaient également ceux de Malcolm X, à savoir la lutte des peuples opprimés du monde arabe et du monde africain pour aboutir à un monde multipolaire, débarrassé, hein, de la mondialisation néolibérale et de tout le cortège de malheur que charrie ce système. Et c'est pour cela, je pense, que nous sommes venus saluer la mémoire de Malcolm X. Et je voudrais, à mon tour, avant de conclure, vous saluer
pour cette initiative. Et je vois d'ailleurs dans la salle beaucoup de nos frères du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Et je m'en réjouis aujourd'hui au moment de participer à cette discussion avec vous. Je vous remercie.